Bonjour Aurore Berger. Bonjour. On a appris ce matin tôt qu'Emmanuel Macron était en route pour la capitale ukrainienne en compagnie d'Olaf Scholz et Mario Draghi, chef des gouvernements allemands et italiens. Emmanuel Macron répétait depuis des semaines, depuis des mois même, qu'il ne ferait ce déplacement en Ukraine que lorsqu'il pourrait aboutir, je le cite, à un résultat utile et tangible. Emmanuel Macron avait-il donc des raisons de penser que c'est le cas désormais ? Déjà, c'est un déplacement qui est évidemment important, pas juste d'un point de vue symbolique, mais c'est rappeler aussi que le président de la France, qui est aussi aujourd'hui président de l'Union européenne, eh bien, est en total soutien au peuple ukrainien, à la fois soutien par des moyens humains, des moyens militaires, des moyens financiers extrêmement importants de la France et de l'Union européenne, qui a su réagir avec une voix unie et forte. Donc c'est le président ensuite qui fera les annonces qui s'imposent en direct au président ukrainien, mais je pense que c'était absolument essentiel, évidemment, qu'il puisse être sur place et accompagner encore une fois de ses homologues. Ça ne devait pas être seulement symbolique, que ça devait être utile. Mais c'est lui qui fera les annonces et qui les fera Donc, au président ukrainien. Qu'il y va ça n'est pas à moi, évidemment, de les des faire choses ce à matin. dire, des choses à annoncer. On peut légitimement penser ça. On peut légitimement le penser, mais c'est lui qui le dira. Vous pensez qu'il y va largement aussi pour rassurer les Ukrainiens, alors que ses propos, par exemple, sur la nécessité de ne pas humilier Vladimir Poutine ont été assez mal perçus en Ukraine? Il n'a pas dit humilier Vladimir Poutine, il a parlé d'humilier la Russie, ce qui n'est pas la même chose. Et je pense que c'est important de faire la distinction parce que notre objectif, c'est qu'à un moment, il y ait la paix et donc qu'on puisse en effet avoir à nouveau un dialogue qui soit un dialogue nourri, constructif et utile avec la Russie. Non pas Vladimir Poutine, mais avec la Russie. Et humilier un pays, humilier ses habitants. On voit bien les stigmates que ça a pu laisser au sein du continent européen et ce que malheureusement les conséquences dramatiques que ça a pu avoir. Donc il ne faut pas confondre Vladimir Poutine et l'avenir même de la Russie qui continuera à exister sans Vladimir Poutine un jour. Et donc je crois que cette distinction, elle est absolument essentielle. Et vous savez très bien que dès le début, dès qu'il y a eu cette tentative d'annexion, cette attaque vis-à-vis de l'intégrité du territoire ukrainien, la France a immédiatement et sans aucune ambiguïté par la voix du président de la République, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de nos concurrents, notamment aux élections législatives, qui ont eu des voix bien plus ambiguës, volontairement d'ailleurs pendant très longtemps. Il a lui-même été extrêmement clair. C'est une question de calendrier aussi. Il fallait y aller avant la fin de la présidence française de l'Union européenne, qui s'achève donc le 30 juin. Exactement. Je pense que c'est important parce qu'il y va aussi accompagner. Il y va, vous l'avez dit, avec ses homologues italiens et allemands. Donc c'est y aller en français, c'est y aller en européen, c'est y aller avec nos partenaires essentiels au sein de l'Union européenne et donc montrer que l'Europe, qui est souvent attaquée sur ces points-là, elle arrive à parler d'une même voix quand l'essentiel est en jeu. Alors, il y a un point sur lequel on verra si l'Europe parle d'une même voix, c'est la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. Demain, la Commission européenne devrait rendre son avis sur cette candidature. C'est un avis qui devrait être positif de la part de la Commission européenne. Mais est-ce que vous pensez qu'il faut brûler les étapes pour répondre à cette demande de l'Ukraine, compte tenu de la situation très particulière dans laquelle se trouve le pays? Ça a déjà été dit. De toute façon, évidemment, l'Ukraine a vocation à intégrer l'Union européenne et je crois que ça se fera et j'espère que dans ma génération, évidemment, nous pourrons voir cette adhésion. D'autres pays attendent aussi leur adhésion à l'Union européenne depuis longtemps. On a un processus qui permet de vérifier un certain nombre de critères qui sont essentiels à la fois sur les valeurs. Il n'y a aucun doute sur le fait que l'Ukraine partage les valeurs qui sont les nôtres et c'est bien la raison pour laquelle justement ils se battent aujourd'hui très vaillamment et très courageusement. Et puis il y a d'autres critères évidemment qui sont en jeu de stabilité financière, économique, sociale. Et donc oui, je pense que la vocation à rentrer de l'Ukraine est une évidence. Je pense qu'elle sera réaffirmée, mais je pense qu'il y a en effet un calendrier qui doit pouvoir être maintenu. En septembre dernier, septembre 2021, donc, la Cour des comptes européenne rendait un rapport sur la corruption en Ukraine qui constatait, je cite, que la grande corruption et la captation de l'État minent l'Ukraine depuis de nombreuses années. Nous avons constaté, disait ce rapport, que ce fléau reste un problème majeur en Ukraine, en dépit des initiatives prises par l'Union européenne pour réduire les possibilités de la corruption. Est-ce que cette donnée n'est pas
tout de même un obstacle à l'adhésion. Si, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle j'évoquais la multiplicité des critères qui font qu'à un moment, vous pouvez adhérer et entrer au sein de l'Union européenne. Dire que vous intégrez le processus pour entrer dans l'Union européenne veut dire, vous le savez bien, que cela prend du temps. Et cela prend du temps parce que c'est un processus qu'on espère pouvoir parfois être irréversible et un processus qui nécessite encore une fois un examen approfondi. Le président Zelensky, vous le savez, il est celui qui se bat le plus contre la corruption. Il l'a dit d'ailleurs très clairement à de maintes reprises depuis qu'il a été élu président de l'Ukraine, que c'était l'un des enjeux majeurs démocratiques à affronter pour son pays, même en temps de guerre. Et donc je crois qu'il le fait, et le fait de vouloir intégrer l'Union européenne, le fait de commencer à intégrer ce processus, c'est aussi la démonstration de la volonté farouche de lutter évidemment contre la corruption. Avant de s'envoler pour l'Europe de l'Est, mardi, Emmanuel Macron avait fait une allocution de campagne surprise sur le tarmac de l'aéroport d'Orly. Nous avons besoin, a-t-il dit, d'une majorité solide pour éviter un désordre français. Il parle évidemment des législatives. Ni abstention, ni confusion, mais clarification. Dimanche, a-t-il dit, aucune voix ne doit manquer à la République. Faut-il comprendre que pour Emmanuel Macron, les votes pour le RN ou pour la NUPES ne sont pas des votes républicains? Déjà, il y a un appel à la mobilisation générale des Français. On a un taux d'abstention qui est trop fort pour ces élections législatives, peut-être parce que les enjeux n'ont pas été suffisamment identifiés, suffisamment dits, peut-être aussi notre responsabilité. Mais c'est bien l'élection législative qui va déterminer la capacité à gouverner le pays, la capacité à mener les réformes qui sont essentielles. C'est exactement ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui, mais bon, il ne dit pas la même chose sur le fond. Et après, il y a un enjeu au-delà de la mobilisation qui est quelle politique voulez-vous voir être mise en place pour les 5 prochaines années? Non, mais ça, Français, on le sait, Aurore mais Berger. je ne sais pas mais si c'est pas tout à fait clair. Pas une voix ne doit manquer à la République. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un vote tout simplement, qui ne va pas à la majorité ça veut dire que est un vote non républicain? Ça veut dire qu'aujourd'hui, quels sont les partis qui sont en capacité demain d'envoyer le plus de parlementaires à l'Assemblée nationale? Soit nous avons une majorité qui est une majorité présidentielle qui confirme donc le choix des Français au moment de l'élection et de la réélection du président de la République, soit c'est le risque d'avoir une majorité d'extrême gauche ou aucune majorité du tout qui se dégage, avec en effet un risque majeur d'instabilité institutionnelle et d'incapacité à faire avancer un certain nombre de réformes. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'à la fois les candidats, un certain nombre de candidats qui sont ceux aujourd'hui de la France Insoumise, qui sont ceux aujourd'hui de Jean-Luc Mélenchon, sont des candidats qui entrent en conflit avec des valeurs républicaines fondamentales. Quand vous avez des candidats qui ont caillassé, par exemple, des forces de l'ordre, est-ce qu'on peut considérer que ce sont des candidats qui font honneur aux valeurs de la République? Je ne le crois pas. Quand vous avez des candidates qui accueillent Jeremy Corbyn, qui a été exclu du Parti travailliste britannique pour ne pas avoir dénoncé les faits d'antisémitisme, voire avoir été d'une grande complaisance sur des faits terroristes et antisémites, est-ce que vraiment cela fait honneur aux valeurs républicaines qui sont les nôtres? C'est ça que nous disons, et nous appelons, oui, à une mobilisation générale des Français pour donner une majorité claire et puissante au président de la République. Mais pour vous, tous les candidats NUPES ne sont pas infréquentables. Dans certains cas, par exemple dans le Lot, je crois, vous appelez à voter pour le candidat NUPES pour faire battre le Rassemblement national. Mais ce qui est clair, c'est que pas une NUPES, voix ne pourtant, doit... soutiennent tous l'idée de voir Jean-Luc Mélenchon Premier ministre et de voir son programme mis en œuvre. Quand vous avez un choix, il faut parfois à un moment faire des arbitrages, y compris aller vers ceux dans lesquels vous êtes le moindre. Vous allez, tous les Français sont confrontés à ça. Vous avez des candidats de premier tour qui sont éliminés, donc au second tour, eh bien, vous faites parfois un choix qui est celui de prendre celui le moins éloigné de vos idées. Et quand vous avez un choix entre des candidats du Rassemblement national et des candidats de l'Union de la gauche, alors vous regardez précisément quels sont les candidats de l'Union de la gauche. D'extrême gauche. Maintenant, l'Union de la gauche. Non, ce que je dis. Moi, j'ai dénoncé les candidats de la France Insoumise et les candidats de l'extrême gauche de M. Mélenchon. Je sais qu'il y a au sein de ces candidats d'Union de la gauche aussi des candidats du Parti socialiste ou du Parti communiste qui, heureusement, tiennent les valeurs républicaines. Moi, ce que je demande, c'est qu'on ait surtout une majorité claire pour agir. Merci Aurore Berger, bonne journée.